honorifique et lourde responsabilité de m'entretenir avec Jeremy Irons après ce très beau film. Enfin, peut-être on en discutera. House of the Spirit. Merci à la Fondation Michalski pour l'invitation, pour la projection. Comme vous le voyez, nous avons des casques, c'est-à-dire que je ne fais pas confiance à mon anglais. Donc, moi, j'entendrai les réponses de Jeremy Irons en français dans mon casque. Et lui devrait, quoi qu'il parle français, mais lui non plus n'a pas confiance dans son français. Et donc, il entendra mes questions en anglais. I don't trust my French. En effet, je ne fais pas confiance à mon français. Est-ce que le film vous a plu? Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas vu? I last saw this film La dernière fois que j'ai vu ce film, 15 years ago, c'était il y a environ 15 ans. and I find it Et very moving. je le trouve très touchant, très émouvant. I loved the character. J'ai adoré ce personnage qu'on m'a demandé de jouer, Esteban Trueba. And I loved working with Et this extraordinary j'ai cast. adoré pouvoir travailler avec cette distribution incroyable. I think the Ce qui est strength très of the cast étrange, worked against us. c'est que ces acteurs qui étaient aussi forts que cela, ça a été peut-être un désavantage à la sortie du film. Il venait d'y avoir un film mexicain South American qui venait de sortir avec ce feeling sud-américain, des acteurs et des actrices qui venaient d'Amérique du Sud. Et en plus de cela, c'est un film formidable. Et de voir la maison aux esprits, that very starry cast. avec cette distribution, avec de nombreuses vedettes américaines ou britanniques pour les rôles principaux, ça avait joué en notre défaveur, je pense. Mais aujourd'hui, je regarde ce film et ce n'est pas ça que je vois. See that extraordinarily broad Ce tapestry. que je vois, c'est une sorte de toile très large, peut-être trop large. C'est un film qui est long. The last 20 minutes, I Et thought. pour les dernières 20 minutes, je me suis dit, je ressens ces longueurs. Billet, initialement, voulait que le film dure 3 heures et demie. But the notorious Mais Harvey Weinstein was our le producer, fameux Harvey and Weinstein, cut it to c'était that notre length, producteur, et il a dit non, non, il faut que ce soit plus court. Et je crois qu'il avait raison even though, sur ce point. at the time, Même si, à cette Meryl Streep was époque, very unhappy Meryl that, Streep était très mécontente que son personnage, enfin, elle avait l'impression qu'il avait il avait souffert de ce raccourcissement du film. Mais voilà, les choses sont ainsi. and for me, a real Et revisit. pour moi, I found it j'ai trouvé, en revoyant ce film, que c'était vraiment quelque chose de très émouvant. Parce que c'est vrai qu'il y a une différence dans la manière dont on parle souvent des films du patrimoine par rapport à la manière dont on parle des romans, dans la mesure où, à chaque fois qu'on évoque un film qui a plus d'un certain nombre d'années, on fait rarement l'économie de sa réception à sa sortie. Il semblerait que la question notamment de sa rentabilité soit suffisamment disons, importante et structurelle pour que, en fait, on dise, ah bah, par exemple, La Maison aux Esprits, je reprends un peu ce que vous évoquiez, c'est un film qui n'a pas très bien marché à sa sortie et qui, donc, même si je crois bien, c'est un film qui a coûté 40 millions de dollars, c'est-à-dire quand même beaucoup d'argent, et qui n'a pas rapporté les 40 millions de dollars en question. Et je me posais cette question, j'espère pas vous mettre mal à l'aise avec ça, mais est-ce qu'à l'époque, cet échec a été... est-ce que d'abord vous l'avez perçu comme un échec et d'une certaine manière, est-ce que cet échec, peut-être plus généralement dans la manière dont vous accueillez la réception des films dans lesquels vous êtes, est-ce que ça influe aussi sur la perception que vous en avez? Est-ce que ça met en doute les qualités du film? Par exemple, quand vous dites aujourd'hui, peut-être il est trop long, c'est parce que vous venez de le revoir, mais est-ce que c'est aussi des choses dont vous avez pris acte au moment de la sortie? Est-ce que vous avez été sensible aux critiques? C'est vrai, pour tout dire, moi j'ai lu beaucoup de critiques de l'époque
Certaines étaient très violentes, pour les raisons que vous avez évoquées, c'est-à-dire peut-être trop de vedettes américaines et anglaises dans un film qui évoque une grande fresque sociale qui se passe au Chili. Donc il y avait comme une sorte de peut-être même presque sentiment de quelque chose dans lequel les gens n'avaient pas envie de croire, quelque chose de peut-être fake, mais que je ne ressens pas du tout personnellement en revoyant le film. Au contraire, je trouve que ça choque une partie de ses qualités. Enfin bref, ma question, c'est simplement, est-ce que vous êtes sensible et surtout, est-ce que votre perception d'un film peut être pervertie par la réception publique et critique du film, et de ce film-là en particulier? Oui, une fois que vous participez à un film, la manière dont ce film est perçu évolue avec le temps. Au début, on lit un scénario, on tombe amoureux de l'histoire, on lit le livre pour essayer de combler les petites lacunes, les petites choses qui manquent dans le scénario. Ensuite, on vit cette histoire et on peut voir le produit fini. Et évidemment, ce dont on se souvient de chaque scène, on continue de voir cela en tant qu'acteur. On se souvient de ce qu'on essayait de transmettre en faisant cette scène. On se remémore l'impression qu'on a eue. Est-ce qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait? Est-ce qu'on n'a pas réussi? Et soi-même, l'acteur, on est un peu un obstacle parce qu'on est l'acteur et on sait exactement ce qu'on essayait de transmettre. On sait exactement ce que l'on ressentait. Et puis, avec le temps, aujourd'hui, j'arrive à regarder cela comme si c'était quelqu'un d'autre. J'arrive à voir les personnages pour ce qu'ils sont plutôt que les acteurs qui jouent ces personnages. Et je ne me souviens plus ce que j'ai essayé de faire dans telle ou telle scène. En tant qu'acteur, je vois certains moments et je dis, bon, ça fonctionne, ça c'est bien, ça marche pas aussi bien que cela. Ce qui est étonnant, c'était dans ce film, j'avoue que j'étais très content. J'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment... j'étais très investi dans ce personnage, Esteban. Un homme qui ne parvient pas à exprimer ses émotions, à les appréhender, mais un homme qui... ressentait des choses mais n'arrivait pas à les exprimer. Et je pense que beaucoup d'hommes rencontrent le même problème, surtout dans mon pays, peut-être un peu moins dans des pays hispanophones où il y a une plus forte passion. Mais une des choses plaisante ou agréable dans ce film, c'est le nombre de femmes qui sont venues me voir et m'ont dit « ça, c'était mon père ». Et je me suis dit « ah, bien ». Donc, j'ai pu trouver quelque chose qui avait une part de vérité, que les gens ont compris et reconnu. Avec, au fil du temps, je crois qu'on lit plus clairement le film. Et en revoyant le film, je me dis que Billy a fait un très bon job, un très bon travail. Mais cette relation évolue au fil du temps. Les films, vous savez, c'est un peu comme du vin. On fait de son mieux lorsqu'on presse le raisin, qu'on prend soin de la vigne. On fait de son mieux pour essayer de créer un vin d'exception. Ensuite, on le laisse. Et au bout d'un certain temps, il va peut-être s'améliorer, peut-être va-t-il rester le même ou vraiment devenir une piquette. Et il y a une part de magie dans tout cela. Si on savait comment faire des vins formidables, on serait tous très riches. Si on savait comment faire des films formidables, on le serait également.
c'est lié aux personnes qui font le film, aux personnes qui travaillent tout ensemble pour essayer de créer cette histoire. Et c'est différent d'un romancier, d'un écrivain. Le roman, il vient de vous, uniquement de vous. Alors qu'un film, c'est l'interprétation des cadreurs, des réalisateurs, des acteurs, c'est leur interprétation de ce qu'ils ont retiré de votre livre. Et même avec l'auteur, Harold Pinter me disait, c'est lui qui a adapté La maîtresse du lieutenant français à l'écran. Harold a dit, je lis ce livre, je l'ai lu peut-être 2 ou 3 fois, je l'ai mis de côté, refermé, je l'ai mis de côté, et je l'ai laissé là, quelques semaines. Et après, j'y repense. J'essaie de me souvenir de ce que j'ai lu, et c'est à ce moment-là que je commence à écrire. Et je pense que c'est une manière très intéressante d'adapter une œuvre écrite. Ce qu'on a gardé de sa lecture. Alors il y a peut-être d'autres choses qui resteront dans l'esprit de quelqu'un d'autre, mais c'est pour ça que le livre que vous adaptez vous sera propre, ce sera votre adaptation. Et chaque décision que l'on prend a un impact sur cette adaptation. Le choix du réalisateur, les acteurs, avec quelle partie du personnage peuvent-ils faire un lien? Et ensuite, c'est un nombre infini de choix qu'il faut faire en route. Et c'est pour cela qu'une fois que vous débouchez la bouteille, très franchement, vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Mais si tout le monde a fait de son mieux, alors à ce moment-là, on n'a pas fait ce film pour gagner de l'argent. Ce film, on l'a fait parce que on est des artisans, on voulait faire quelque chose, mettre en place notre art. Et c'est cet effort collectif. Et j'insiste, c'est une œuvre collective. Évidemment, il y a le metteur en scène, mais c'est vraiment une œuvre collective. Tout le monde y a mis sa part. Les personnes qui ont fait les costumes, les responsables du casting. Nous avons ensemble créé ce film. Et c'est pourquoi aussi la critique peut sembler quelquefois extrêmement injuste, parce qu'il semble que de quelques phrases, elle peut balayer le travail d'une centaine de personnes, ce qui est absolument terrifiant. On oublie ce côté-là. Cela dit, une mauvaise critique pour un romancier, c'est pas plus agréable. Mais justement, parce que vous parlez de ce travail collectif, mais peut-être revenir sur vous évoquiez la coupe que proposait Harvey Weinstein de 1h30 par rapport à ce qui était donc filmé. Et vous, au départ de ce projet-là, Billy August vous a présenté le scénario, où il vous a demandé d'abord de lire le roman, et surtout ce scénario était-il ce scénario de 5 heures que vous avez lu et accepté le rôle en conséquence, ou est-ce que vous-même vous êtes dit que vous avez travaillé ensemble avec lui sur éventuellement certains passages, certaines longueurs? Est-ce que vous avez lu le roman déjà? Évidemment, je l'ai lu, mais j'ai d'abord lu le scénario. Le scénario, c'est ça que vous allez faire. Le roman, c'est un appui, une toile de fond. Et si vous tombez amoureux de quelqu'un, vous voulez savoir un peu d'où ils viennent. C'est la même chose. On a un scénario, on le lit, on tombe amoureux, on se dit c'est formidable, j'aimerais en savoir davantage. Et c'est ça qui ensuite vous nourrit dans la manière dont vous jouez ce scénario, si c'est un bon scénario. Il n'y a rien de pire que les acteurs qui veulent des rôles plus grands parce que le rôle était plus grand dans le livre. Non, il est important de comprendre que c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle forme pour une histoire. Donc, Billy m'a montré le scénario, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, oui, j'ai lu le livre. Et
il avait créé ces personnages. J'ai dit, c'est très long, Billy. Est-ce qu'on va vous laisser sortir un film aussi long? Il m'a dit, oui, oui. Il est vrai que Billy Auguste venait d'avoir 2 palmes d'or, et je pense qu'il avait ce qu'on appelle les coups des franches pour avoir les moyens, pour avoir très confiance dans ses possibilités. Malheureusement. En effet. Mais Harvey Weinstein, alors on sait beaucoup de choses négatives à son sujet par rapport à son comportement, mais comme producteur, il était formidable et ça, il ne faut pas l'oublier. Il a aidé tant de films, il avait une vision très claire de ce que le public aimait et je pense qu'il a eu tout à fait raison de demander ses coupes au film. Cinéma Paradiso, le film italien, ça c'est un autre exemple du grand talent d'Harvey Weinstein. Ce film, je crois qu'il est sorti 3 fois en Italie. À chaque fois, ça a été une catastrophe. Harvey s'en est emparé et il a enlevé plein de parties de ce film, plein de passages, et c'est devenu un succès retentissant. Et j'ai vu le cinéma Paradiso original et franchement, c'est pas très bon. Vraiment un homme de grand talent pour tous les aspects moraux qu'on lui connaît. C'est vrai qu'on rêve toujours d'avoir le director's cut, mais en fait, le mieux, c'est quand même le productor's, comme on dit, producer's cut. Ça dépend. Je pense qu'il est bon que les acteurs aient un réalisateur et qu'il est très bon que les réalisateurs aient des producteurs. Je redoute qu'un auteur-réalisateur me demande de jouer dans son film. C'est arrivé 1 ou 2 fois, je l'ai fait, j'ai toujours le sentiment, je regrette un peu que cette personne n'est pas quelqu'un d'autre, que cette histoire, ce scénario n'est pas quelqu'un d'un petit peu moins proche de l'histoire, quelqu'un qui puisse juger, se faire un avis par rapport au film qu'on en fait. Il est souvent difficile pour les réalisateurs, auteurs, d'avoir une vision très claire de leur propre travail. Même chose pour les acteurs, avoir une vision très claire de son propre travail. C'est bien d'avoir quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qui peut regarder cela avec une vue un peu plus claire, alors que soi-même on est pleinement absorbé, impliqué. Alors oui, il y a des auteurs, réalisateurs où ça a bien fonctionné. Je voulais aussi revenir sur un des thèmes qu'on pensait évoquer ce matin, à savoir l'adaptation des livres au cinéma, puisque, on vient de le dire, La Maison aux Esprits est une adaptation du roman Fleuve d'Isabelle Allende, que par ailleurs, le film que nous avons vu hier à Lausanne, La maîtresse du lieutenant français, est aussi une adaptation d'un roman de John Fowles des années 1960, qui est un roman très inspiré par Thomas Hardy. Dans l'esprit, en tout cas. On pourrait, d'ailleurs, je crois que John Fowles lui-même avait dit qu'il voulait refaire une sorte de Tess dans les années plus modernes. Ouais. On y pense d'ailleurs à ça dans le film. Et puis, le troisième film qui est proposé ici dans le cadre de votre venue, c'est Un amour de Swann, qui sera projeté ce soir. Donc, évidemment, aussi grande adaptation. Il y a tellement de films qui viennent de la littérature que c'est difficile de venir dire vous êtes un spécialiste des films adaptés, mais parce que je crois que 80% de la production cinématographique relève de l'adaptation littéraire. Mais l'adaptation de grands livres ou de livres très romanesques, c'est moins courant. Et il est vrai qu'il semblerait que ces films résonnent les uns par rapport aux autres, y compris dans la construction, je dirais, de votre personnage, ou du moins de l'acteur que vous êtes, c'est-à-dire ces rôles très amples, très larges qu'on vous a donnés, notamment dans La maîtresse du lieutenant français. Évidemment, dans La Maison aux Esprits, peut-être c'est même le plus ample, puisqu'il est aussi ample dans la durée du personnage. Et puis, ce personnage de Swann, vous avez aussi joué Kafka chez Soderbergh. Donc, je me demandais s'il y avait quelque chose que vous... And another Billy August Et un autre film de Billy Auguste également. Exactement. Train de nuit pour Lisbonne.
c'est un train de nuit pour Lisbonne qui est beaucoup plus récent et qui est aussi l'adaptation d'un livre d'un auteur suisse allemand qui s'appelle Pascal Mercier. C'est un film moins connu qui est sorti, je pense, en 2007, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est vrai que ça correspond peut-être quand même, je me permets de revenir à la figure que vous pouvez représenter et les raisons pour lesquelles on peut faire appel à vous. Est-ce que vous pensez que ce côté anglais mystérieux que vous trimballez avec vous, avec cette vie intérieure que le personnage semble toujours avoir, quelque chose qui ne se lit pas toujours sur le visage, comme un secret qu'il porte, comme une douleur qui le tourmente, ce qui est le cas d'Esteban Trueba, mais ce qui est évidemment le cas de la jalousie folle de Swan, et puis bien sûr aussi de cette espèce de névrose amoureuse qui s'empare de Smithson dans le film que nous avons vu hier. Voilà. Alors ma question était plutôt sur celle du personnage. Est-ce que ce sont des personnages que vous affectionnez particulièrement? Est-ce que vous-même, dans un rapport au littéraire, vous avez le sentiment que dans des rôles que j'appelle des rôles romanesques, vous vous sentez plus à l'aise, ou que c'est... Est-ce qu'aussi, puisque ce sont tous les 3 films qui ont été pris ici, est-ce que vous avez discuté avec Lausanne pour vous dire que c'est ces films-là que j'ai envie de voir ou de revoir, ou j'ai envie de présenter, ou est-ce un pur hasard? Non, j'ai donné une liste de 8 ou 10 films parmi lesquels vous pouvez choisir, et comme Lausanne est le festival que l'on connaît, et on a choisi des adaptations littéraires, ce qui était une excellente décision, clairement. Si un roman se lit bien, c'est un bon roman, il vous donnera davantage d'informations sur les personnages que ce que l'on peut trouver dans un scénario. Il y a davantage de profondeur. Et parce que l'on adapte quelque chose qui a été réfléchi en profondeur par l'auteur à l'origine. Et c'est pour cela, et parce qu'on peut se référer au livre et aller fouiller encore plus en profondeur, que l'on s'immerge, on se plonge dans le personnage. Moi, je n'aime pas beaucoup jouer des rôles, en fait. Je trouve ça un peu vulgaire, finalement. Dans ma jeunesse, ou plus jeune, je disais toujours que c'était un peu comme un élastique de culotte sous un jean moulant. On ne devrait pas le voir. On imagine que madame porte une culotte, mais on ne veut pas en voir l'élastique sous le jean. Et pour moi, voilà, jouer un rôle, c'est pareil. On sait bien que c'est un rôle qui est joué, mais il ne faudra pas que ça se sente, que ça se voit. Et donc, j'ai toujours abordé le travail de cette manière. Et donc, les personnages qui ne vous révèlent pas tout immédiatement m'attirent plus particulièrement. Les gens qui ont des sentiments profonds, mais qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ne peuvent pas, à l'américaine, tout vous révéler, tout mettre sur la table. Je trouve ces personnages-là intéressants. Monsieur Smithson est un homme de l'époque victorienne, dans La maîtresse du lieutenant français. Donc, il n'exprime pas beaucoup ses émotions. C'est que les Victoriens couvraient, cachaient les pieds du piano parce que cela pourrait donner des idées aux hommes dans la salle. Et Meryl et moi, nous parlions de la vie dans une cocotte à pression sexuelle, qu'il fallait en fait le couvercle, mais la température montait à l'intérieur et la vapeur montait jusqu'au moment où on ouvre la valve.
Pour les générations actuelles, c'est différent. Tout est là, tout est ouvert. Et donc le sexe aujourd'hui, ce n'est plus du tout aussi intéressant qu'autrefois, parce qu'il n'y a rien d'inconnu, rien de caché, rien d'interdit. Même lorsqu'on a parlé des hijabs, je me suis dit, mais finalement les Arabes savent ce qu'ils font, cette part de secret, de vie privée, de cacher. Je me souviens que j'étais à Abu Dhabi, dans un grand centre commercial au-dessous de l'hôtel où je logeais. Et en sortant du magasin, je vois une femme qui vient vers moi complètement couverte. Je ne voyais que ses yeux. Et j'ai trouvé cela absolument extraordinaire. L'érotisme qui chargeait l'instant, elle ne faisait rien de particulier, elle était peut-être allée acheter des sardines, je ne sais pas, mais elle venait vers moi et vraiment mon cœur s'est arrêté de battre. Et voilà, dans la maîtresse du lieutenant français, c'était dans cet esprit-là, dans cette ère-là que nous vivons. Et Esteban, en raison de son éducation, de sa jeunesse, de sa vie, n'est absolument pas en mesure d'être en contact, de comprendre ses émotions. Il ne comprend que le dur labeur et la cruauté, sans même se rendre compte que c'est de la cruauté. Mais vers la fin de sa vie, les émotions commencent à remonter vers la surface, mais on ne peut pas dire qu'il les exprime très ouvertement. Quant à Swan, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu, je n'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me souviens d'un homme extrêmement élégant et qui, là encore, n'est pas capable d'exprimer ses émotions, ses sentiments. C'est une... vous savez, j'ai grandi dans une classe moyenne anglaise, étant allé au pensionnat. On me destinait à l'armée ou à la banque. Et ce n'est que quand j'ai commencé des cours de théâtre que j'ai parlé à mon père, je me souviens, je l'ai pris par le cou et c'est à ce moment-là que j'ai pu lui faire une bise. J'avais 19 ans. Si je n'étais pas devenu acteur, peut-être que ça ne se serait jamais produit, peut-être que je serais resté enfermé dans une solitude, un désert d'émotions que beaucoup d'hommes connaissent, certainement les hommes qui ont vécu la guerre, où leurs émotions ont été tellement heurtées, tellement malmenées, et qui ont été incapables d'entrer en contact avec leur cœur, avec leur âme, en raison de leur expérience, de leur vécu. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs, je crois, entre le personnage que vous incarnez dans La maîtresse du lieutenant français et Swan, très très fort, je crois, beaucoup plus que... En revanche, le personnage d'Esteban Choueba, qui est quand même, pendant les 2 tiers du film, d'une violence effarante, on ne s'attend même pas forcément, on espère cette rédemption finale, mais il y a un moment où on se dit, c'est pas possible, il y a un degré de dureté qui fait qu'il a clos en lui-même tout. Et en même temps, ce qui porte ce film, à mon sens, en partie, c'est la première scène, c'est-à-dire ce deuil initial, la première scène, la mort de la sœur aînée, avec qui il devait se marier. Et donc, en fait, on sait pendant tout le film, quand même, que quelque chose est à résoudre. Et je me demandais si quand vous acceptez ce rôle, et surtout quand vous jouez ce personnage, est-ce que le fait d'avoir les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire la promesse que quelque chose doit se réconcilier, vous aide à jouer une telle violence, en même temps que dans un film de beaucoup moindre envergure, on vous a vu jouer le vrai méchant, en l'occurrence Die Hard. Donc la question est idiote puisque... Oh, it's wonderful character.
C'était un personnage merveilleux. He was a very, very naughty man. Un très très mauvais garçon qui vivait selon ses propres règles de vie, et ça aussi ça m'attire. Mais bon, allez-y. Oui, ça vous attirait quand même. Vous l'avez accepté aussi pour peut-être des raisons pas seulement financières, ou peut-être, je ne sais pas, mais peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose de très excitant sans doute à jouer un pur méchant dans un film d'action. Non, en l'occurrence, c'était plutôt ma question, était dans quelle mesure ce personnage, vous arrivez à le porter et à l'aimer, y compris dans les scènes les plus terribles du film, grâce à cette économie des sentiments qui est très très délicate, parce que franchement, la violence à laquelle il fait, je reviens là-dessus, à un moment dans le film, on ne croit pas à cette rédemption possible. Évidemment, quand elle advient, c'est absolument merveilleux. Mais c'est pas vraiment une question que je vous pose. Peut-être ça vous dire rien du tout, ce que je vous dis. Well, no, it's very valid. As an actor, non, c'est très juste. En tant qu'acteur, on cherche la phrase, la progression, l'évolution. Et dans les meilleures histoires, cette évolution, cette progression est présente. Et donc, on sait qu'on peut jouer pleinement les parties sombres jusqu'à le moment où la rédemption, qui alors a plus de sens. Plus vous jouez les aspects sombres, plus la rédemption a de sens. Et il faut, en tant qu'acteur, montrer cette évolution en tout le film. Dans le film Damage, il n'y a pas cet aspect, c'est plutôt une éducation. C'est dans le film de Louis Malfatal, mais l'on cherche cette évolution, cette phrase musicale. Lorsque je jouais Shakespeare, John Barton de la Shakespeare Company m'avait dit, donc le metteur en scène, surtout pour des personnages de Shakespeare qui sont parmi les meilleurs personnages jamais écrits, il m'avait dit « accepte les contradictions ». Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons tous nos contradictions. Les choses changent, nous changeons, les situations changent. Et une œuvre mal écrite ne met pas de contradiction dans ces personnages. Et donc, ils sont trop plats, moins intéressants à lire, moins intéressants à regarder. Mais les grands personnages sont bourrés de contradictions. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez une pièce de Shakespeare, vous pouvez interpréter les personnages de maintes façons, parce que vous pouvez saisir certains aspects, les amplifier pour donner aux personnages un ton différent. Il y a aussi des contradictions là. Un homme extrêmement cruel et pourtant qui a du cœur. Cette friction est intéressante tant pour le spectateur que pour le lecteur et pour l'acteur. Bien sûr, et elle est parfaitement mise en scène, je crois, en effet, par les 20 premières minutes du film, qui vous laissent toutes vos chances avant que vous vous enfermiez dans la dureté. Et aussi, je crois, par le récit cadre qui est tenu par le journal de la mère, lu par la petite fille, donc par Bianca, et qui, à mon sens, dit aussi beaucoup de choses de... Cette fois, je voudrais peut-être en venir au personnage féminin du film, dit beaucoup de choses de cette partition très forte que le film propose, de manière, on pourrait dire, assez classique, entre le patriarcat que représente cet homme très, très dur, comme ça,
et à la fois la passivité, quelquefois la soumission, le fatalisme, mais aussi la lucidité des femmes dans ce film, et je dirais principalement évidemment du personnage de Meryl Streep qui tient ce journal et qui dit ces choses très belles et qui là aussi nous ramène un peu au romanesque dès le début où elle dit au fond je tiens ce journal parce que le fait de raconter les événements va me permettre de leur donner du sens. Et c'est pour ça qu'elle le transmet à sa fille et que sa fille elle-même, qui au fond c'est là où je dis que toute la dureté on l'accepte aussi parce que la petite fille elle prend sur elle comme de manière télépathique la violence de son père, et évidemment c'est elle qui participe beaucoup de sa rédemption grâce à l'amour que lui porte et qu'elle porte à Pedro, le jeune révolutionnaire. Mais je voulais parler... Sorry? Oui. Et en fait, voilà, ma question était plutôt sur ce contraste. Est-ce que vous avez beaucoup parlé? Est-ce que c'était une chose sur laquelle vous étiez très entendu, y compris évidemment dans la dramaturgie proposée par Billy Auguste, mais aussi dans l'analyse que pouvait faire Meryl Streep de son personnage, sur cette relation entre, disons, l'ange et le démon. Plusieurs fois, vous dites dans le film, le personnage dit tu es mon ange, et il semblerait que c'est cette manière-là qu'elle a, elle, de le sauver par... alors, je pourrais discuter, en 2023, une certaine révolution féministe passe en ce moment, et sans doute qu'elle pourrait regarder ce film avec en plissant un peu des sourcils, mais je crois qu'en même temps, il y a quelque chose là-dedans qui laisse une grande part, une très belle force aux femmes, soumises certes, parce que les codes de l'époque le permettent, mais par contre qui leur donne la chance d'être d'une intelligence et d'une lucidité et d'une vision. Et ce personnage que vous incarnez n'a aucune vision, il ne voit rien, il fonce comme un taureau dans le présent, et il ne peut pas avoir ce recul sur la situation. Alors, voilà, peut-être c'est une manière pour moi d'introduire le personnage, notamment de Meryl Streep, bien sûr, et de vos relations avec elle, et dans le jeu, dans ce film. Et il se trouve qu'aussi, là encore, ça fait écho au film que nous avons vu hier. Évidemment, c'est une immense actrice, mais dans ce rôle particulièrement, elle joue, elle aussi, des ambivalences très fortes entre soumission et lucidité. C'est une actrice extraordinaire. Un des moments les plus touchants, pour moi en tout cas, dans ce film, c'est lorsqu'elle dit à sa fille « Je l'aime encore, je l'aime toujours, parce que je le comprends. » Et pour moi, ça veut dire tant de choses. Lorsqu'on parle du mouvement de libération, comment l'appeler, le mouvement MeToo, oui. Les femmes sont très différentes des hommes. Et oui, je sais que dans la société, il est important que les femmes soient traitées de manière respectueuse, que l'égalité des chances soit une réalité. Mais je ne penserai jamais que les femmes sont identiques aux hommes. J'envie les femmes pour ce qu'elles ont, leur sensibilité, leur compréhension, leur loyauté, la manière dont elles travaillent dur, plein de qualités que souvent les hommes n'ont pas, mais qui les soutiennent. Et j'espère que les hommes ont des qualités qui viennent en soutien aux femmes. Je pense que nous avons besoin les uns des autres et je me félicite de ces différences. Et je trouve ce moment particulièrement touchant. Tout ce qu'elle a vécu, tout ce par quoi elle est passée, et elle dit « Je l'aime parce que je sais qui il est. C'est un homme bon, ça n'est pas un homme méchant. Je sais qui il est. » Et il est rare que l'on entende un homme dire cela d'une femme. Alors je ne sais pas, peut-être que à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de TikTok et d'Instagram, on peut s'offusquer en voyant une relation comme celle qu'on voit à l'écran, mais je pense que cela contient une grande part de vérité historique, et pas seulement. C'est un éclairage très vrai
sur ce que sont les relations réellement et sur ce que l'on peut viser, ce à quoi on peut aspirer. Ainsi que ces contradictions, ces petites incohérences dans l'amour et dans les relations. Le monde n'est pas en noir et blanc, les relations, les hommes, les femmes, personne n'est en noir et blanc. Nous sommes tous compliqués. Et si nous étions à l'écoute de ce que nous disent nos cœurs, plutôt que de taper sur nos claviers pour afficher notre point de vue, peut-être que nous comprendrions mieux, nous nous ferions mieux comprendre, nous ressentirions mieux la société. Et j'aime à penser, je ne pense pas que les films peuvent occasionner de vrais changements dans la vie, mais j'aime à penser que les gens qui voient ce film se diront peut-être qu'on peut à nouveau réfléchir aux points forts, aux relations qui unissent les gens, pas que les hommes et les femmes, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes. Je ne pense pas que finalement cela fasse une grande différence, mais les relations entre deux personnes et à quel point ça peut être compliqué et à quel point tout ceci est délicat, précieux. Et à quel point, finalement, c'est assez inexplicable. C'est un film qui, à mon sens, en effet, pardon, parce que mon problème n'était pas de vous mettre de vous demander votre avis sur MeToo, mais plutôt d'essayer de penser cette relation qui me semble quand même structurante dans ce film entre les hommes et les femmes. Et c'est aussi peut-être la partie la plus bergmanienne, on pourrait dire, du film. Billy Auguste avait reçu une Palme d'Or 2 ans plus tôt pour l'adaptation du scénario autobiographique d'Ingmar Bergman lui-même, Les meilleures intentions. Ils étaient très proches. Et on sent encore, et peut-être pour revenir à la question de ce qui a frotté un peu dans la réception du film, ce qui l'a rendu peut-être un peu impur et qui a rendu difficile sa compréhension, c'est que c'est un film qui lorgne à la fois du côté de Bergman, c'est-à-dire de la psychologie des femmes, et de leur émancipation, bien sûr, et qui en même temps voudrait être un film plutôt de David Lean, c'est-à-dire plutôt une sorte de grande fresque avec un grand souffle épique, et en même temps presque un film de Ken Loach, puisqu'on a quand même tout cet arrière-fond politique vraiment très à vue, dont toute la dernière partie fait quand même grand cas. Donc, je me posais la question sur ce frottement des genres, dont là aussi les femmes sont sans doute le lieu de passage de l'un à l'autre, parce que, d'une certaine manière, vous parliez de la phrase qui vous a le plus touché dans ce film, celle où Meryl Streep dit « je l'aime encore ». Moi, celle qui m'a le plus touché, c'est quand elle dit à sa fille qu'elle ne pourra pas revoir Pedro tout de suite, parce qu'il faut attendre que le monde change. Elle sait que le monde va changer. Ça, lui, il ne le sait pas. Les hommes ne savent pas ça. Et les femmes le savent. En tout cas, elle le sait. Et d'ailleurs, je pense que même tout le réalisme magique, c'est-à-dire ses pouvoirs, on disait que ces pouvoirs un peu surnaturels et de voyance étaient moins à vue dans le film que dans le roman. C'est beaucoup plus développé dans le roman. Mais malgré tout, c'est là, et cette question de la voyance, c'est celle-là, c'est celle de quelqu'un qui a une sorte de point d'avance sur l'ensemble des choses, quoi. Alors, je parle de ça parce que je mélange plein de choses, pour dire aussi pourquoi ce film est très ample, très complexe et superpose plusieurs couches, et peut-être une partie de son échec, malheureusement pour lui, vient de là. Mais je voulais revenir peut-être sur ce caractère, ce transfert de théâtralité bergmanienne dans une fresque épique chilienne. Est-ce que vous, puisque vous êtes un acteur de théâtre aussi, est-ce que, bien que vous soyez à cheval dans des grandes étendues et que vous soyez dans une hacienda gigantesque, est-ce qu'il ne vous a pas semblé aussi faire un film très théâtral? Cette hacienda, c'est aussi le palais des Atrides de la tragédie grecque. Et si, dans la façon de jouer, pour vous, et dans ce film-là, et peut-être plus généralement, jouer une pièce de Shakespeare que vous avez évoquée, ou jouer Esteban Trueba, c'est une grande différence. Voilà. Ça, c'est une question extrêmement difficile. Est-ce que vous trouvez déjà que c'est un film théâtral, malgré son caractère extrêmement porté vers le dehors? Mais il me semble que les deux, beaucoup de scènes sont dans la maison, il y a quand même aussi le fils naturel, enfin il y a des enjeux qui sont très tragiques dans la structure même. Alors, je ne comprends pas trop un film théâtral. Qu'entendez-vous par là? Un film qui, d'une part, reprend
les structures très archaïques de la tragédie grecque, et pourquoi pas shakespearienne aussi, avec des personnages qui sont des archétypes de ces violences-là, et puis la façon de filmer, c'est-à-dire que même s'il y a ces grands moments extérieurs épiques et politiques, il y a aussi beaucoup... Le film se passe à l'intérieur, c'est pas un film d'action. C'est un film quand même qui joue des scènes très intimes entre des personnages, et c'est là où le côté Bergman me semble très fort. Dans les relations, il y a aussi un autre personnage dont on n'a pas parlé, c'est Férula, le personnage incarné par Glenn Close, et qui, elle aussi, sort tout droit à la fois de Bergman, mais aussi peut-être du Rebecca d'Hitchcock. On pense beaucoup à Miss Dyers, la gouvernante, tout en noir, très théâtralisée. Voilà, la théâtralité, pour moi, s'oppose au réalisme. Ou aussi très romanesque. Et très romanesque aussi. Mais ce qui s'oppose justement, pour moi, à l'épique, au politique et au grand air, si vous voulez. Donc je voulais savoir si ce film, pour vous, je me pose la question de ce que c'est qu'un tournage d'un film comme ça. Nous, quand on reçoit ça, on reçoit une fresque. Mais quand vous le tournez, vous êtes dans des petits espaces, vous tournez des scènes très proches avec Meryl Streep, avec Glenn Close, dans des maisons, dans des églises, Et la question, c'est est-ce que pour vous, cette façon de travailler est une façon théâtrale, aussi dense, aussi tendue que celle qu'on peut imaginer sur une scène de théâtre? Non. Je pense que c'est la manière de transmettre un récit. Il y a certaines scènes tournées dehors, certaines à l'intérieur, certaines dans différents décors. Oui, il y a un aspect de théâtralité, mais non. Voyez-vous, pour moi, que ce soit sur scène ou sur un tournage, c'est du vrai. On est dans le vif. C'est la vie. Et donc, je pense que votre question devrait peut-être être adressée au public. Est-ce qu'ils ont estimé que c'était théâtral? Est-ce que pour eux, ces caractères étaient très larges? Comment ils évoluaient? Parce que moi, je ne suis qu'un acteur qui devient quelqu'un d'autre. Et après qu'on filme sous différentes perspectives, selon les consignes du réalisateur pour avoir sa vision, l'image qu'il s'est faite. Franchement, j'ai du mal à vous répondre. Si je joue Richard II, c'est vrai, c'est du vrai, c'est réel. Bon, c'est du théâtre, mais c'est réel. C'est la vie. On est dedans, les choses se passent. Et en tant qu'acteur, je dois jouer d'une manière quelque peu différente, avec peut-être plus d'emphase que hier soir. Si vous avez vu le film Flying to the Moon, on a vu beaucoup d'acteurs très théâtraux qui en faisaient beaucoup parce qu'ils ont l'habitude de devoir le faire sur la scène de grand théâtre où il faut qu'on vous entende du dernier rang. Jouer dans un film, la caméra, elle est juste là, elle est très près de vous. On ne joue pas de la même manière. Donc, c'est plutôt une question d'échelle que vous devez enclencher en fonction de la taille de votre auditoire. En tant qu'acteur, il faut se faire comprendre, il faut que les émotions passent jusqu'au dernier rang. Donc c'est tout mon corps que j'utilise dans ce jeu-là. Je dois également utiliser ma voix d'une certaine manière pour que tout le monde comprenne ce que je ressens, tout en continuant de croire que je suis réel, que je ne suis pas en train de jouer, que ce que l'on voit, c'est du vrai. Une caméra de cinéma, elle peut pénétrer en vous. Donc il faut continuer de penser ses pensées, ressentir ses sentiments, mais on n'est pas obligé de les projeter, les transmettre de la même manière. Alors oui, ça fait une différence dans le style, dans le jeu, que l'on soit au théâtre ou dans le cinéma, mais moi, lorsque je joue dans une salle à 6000 places ou sur un set de tournage, si je fais bien mon travail, ce que je vis est absolument réel. Ce que je suis est réel.
Parce que si moi, je ne ressens pas ces émotions très vraies, comment le public peut-il les ressentir? Le meilleur jeu, selon moi, c'est la transmission des émotions, la transmission. Et le public fait une grande partie de ce travail pour vous. Et si le public est vraiment synchronisé au diapason avec vous, et si vous ne faites pas certaines choses qui peuvent tout d'un coup les faire sortir ou les repousser, jouer, être acteur, comme être auteur, comme être un photographe, comme être un peintre, lorsque c'est mené à la perfection, on ne voit plus l'acteur, on ne voit plus le peintre, on ne voit plus l'auteur. Tout ce qu'on voit, c'est communication, des mots, une œuvre picturale, une pièce de théâtre, un film, une communication entre cela et le public. Et je pense que l'art, le plus beau de ce qu'il est, c'est ça. Et les artistes diraient, moi j'ai fait ça, vous le voyez dans mon œuvre. Les réalisateurs diront la même chose. Les romanciers feront la même chose. Ils diront, je suis un formidable romancier, on le voit dans la manière dont ils écrivent. Et puis, ensuite, vous avez tous ces artisans qui se subliment. Et puis, mon fils qui est photographe, mon fils prenait surtout des photos de paysages, et des formes un petit peu étranges. C'était parfois difficile de comprendre ce que c'est. Je lui dis, mais pourquoi tu ne mets pas un titre à ces photos? Il m'a dit, non, moi je veux que ce soit la photographie qui parle à la personne qui la regarde. Et chaque personne verra ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche. Je ne veux pas leur dire ce qu'ils doivent voir. Par conséquent, on attend beaucoup du public dans quelque œuvre d'art que ce soit. Et selon moi, c'est un échange, une conversation. Et lorsque des films, lorsque des peintres ne sont pas reconnus, appréciés de leur temps, c'est parce qu'il y a une sorte de décalage entre l'œuvre, l'auteur et le public. Et parfois, ça prend un peu de temps pour que les lecteurs commencent à apprécier un auteur ou que les spectateurs commencent à apprécier certaines œuvres. Ça arrive aussi pour certains films. Certains films sont considérés bien meilleurs plus tard qu'au moment de leur sortie. Parfois, c'est l'inverse. Parce que le public évolue, alors que le film ou le tableau, lui, n'a pas changé. Donc, le lien entre les deux évolue lui aussi. Est-ce qu'il y a parmi vous, peut-être, puisque c'est vous qui comptez, vient de le dire Jeremy Irons, the audience is most important. Est-ce que si vous avez peut-être une ou deux questions, n'hésitez pas. Oui, monsieur. Je crois que vous attendiez un micro. Ah, oui, il y avait peut-être une autre question là déjà. Pardon. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais savoir ce qui motive ces choix. Est-ce un patchwork entre le scénario, le metteur en scène, les acteurs, les actrices? Comment est-ce qu'il choisit ses rôles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le motive plus qu'autre chose? Merci. Alors, pour régler ça, parfois c'est parce que c'est très bien payé. Et c'est intéressant. À part cela, bon, il y a peut-être 3 ou 4 films que j'ai faits pour des raisons monétaires, des films affreux que vous n'avez sans doute jamais vus. Donc cela arrive. Sinon, c'est une question d'appétit. Il faut que j'ai du plaisir à lire le scénario, que j'ai envie de le voir à l'écran.
Il faut qu'on m'offre un personnage dont j'ai envie de faire la connaissance, quelqu'un qui est différent de ce que j'ai interprété jusque-là. Je n'aime pas remarcher dans mes propres traces. Il faut que j'admire le réalisateur, que ce soit aussi quelqu'un que j'apprécie personnellement. Les acteurs doivent aussi être des gens que j'admire et qui me permettront de mieux travailler. Le producteur doit être quelqu'un qui ne va pas nous faire perdre notre temps, à mon avis, donc il va d'abord trouver l'argent nécessaire et qui va ensuite vendre le film. Et voilà, c'est la liste. Mais c'est une question d'appétit. Parfois, on se sent un peu comme d'avoir une orange. On a envie d'avoir une orange et parfois, on a envie de manger une banane ou une soupe. Voilà, vos envies changent d'un jour à l'autre ou d'un an à l'autre. Et à mon âge, on a moins d'appétit. Je ne ressens plus autant l'envie d'aller m'exposer, vendre un film. C'est sans doute une bonne chose parce que en vieillissant, on voit que le milieu a changé, tout change, bien entendu. On voit que les acteurs sont davantage des marchandises, enfin ils l'ont toujours plus ou moins été, mais on donnait l'impression qu'ils avaient une certaine valeur. Et la profession elle-même ne jouit plus du même respect dont elle jouissait autrefois. L'art est moins apprécié, le public rétrécit, le public en général aime les explosions, les effets spéciaux, l'adrénaline. Mais ça a peut-être toujours été le cas. Et actuellement, Amazon, Netflix et autres grandes boîtes font d'excellentes choses. J'y ai participé parfois et j'en suis fier. Mais c'est pour ça que j'adore ce festival, parce que ça permet de revenir, regarder, voir des vieux films. Je les apprécie vraiment beaucoup. La seule chose qui vaille la peine vraiment dans la vie, c'est de faire ce que vous faites au mieux de vos capacités et d'apprécier ce que font les autres autant que possible, que vous puissiez. La vie est une lutte. Et nous cherchons tous à faire de notre mieux. Certains perdent leur temps à chercher à s'enrichir. Bon, tant pis pour eux. Oublions-le. Et concentrons-nous sur le charme de la vie. Concentrons-nous sur faire du mieux possible. Maintenant que je vieillis, que je sais qu'il y a moins d'été dans mon futur, je veux vraiment faire quelque chose qui vaille la peine. Et Lausanne, ça vaut vraiment la peine. Merci. Peut-être une dernière question du public, du monsieur qui avait une question, et puis après, on conclura. Just have a brief question. Brièvement, pour revenir à ce que vous avez dit sur ce qui a été coupé. Ici, dans ce film, il manquait une scène que j'avais vue avant qui me paraissait essentielle pour la question de la naissance et de la mort. Quand ses parents viennent lui rendre visite, ici, on ne voit que l'explosion. Dans l'autre film, la tête avait été séparée, elle était dans les bois et on l'a recherché, la tête, et elle savait où la tête était. Oui, c'est fantastique, j'avais complètement oublié. Oui, vous avez raison, c'est essentiel. C'était dans la version originale et je ne sais absolument pas pourquoi on ne retrouve pas cette scène dans cette version.
J'avais complètement oublié la scène, mais je pensais que nous allions voir la version originale. Alors pourquoi cette tête manque-t-elle? Il va falloir se renseigner. Je n'ai pas vu cette scène non plus. Ça veut dire qu'il y a eu un nouveau montage apparemment. Bon. Je ne sais pas. Je croyais que nous allions voir la version originale, donc je ne sais pas si quelqu'un a pensé que c'était vraiment de trop mauvais goût. Il va falloir se renseigner et trouver la réponse. Alors oui, une dernière question peut-être. Oui, Jérémy, encore merci pour votre venue. Je voudrais juste savoir, on a beaucoup parlé théâtralité et puis théâtre, si vous avez des projets de théâtre ou si ça ne vous dérange pas de monter sur une scène de théâtre simplement. Would you like to go back on the stage? Do you miss it? The last play I did was la dernière Neil's Long Day's Journey into Night, dans laquelle j'ai joué, c'était Voyage au bout de la nuit de O'Neill. Et je pense que on ne peut pas faire mieux comme acteur. C'est vraiment une pièce fantastique. Mais le problème, c'est que quand on a joué un rôle aussi extraordinaire dans une pièce aussi extraordinaire, après tout le reste, on le juge à cette aune. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais retourner sur les planches. Je ne brûle pas de désir. J'adore le théâtre. J'adore le cinéma. Mais il faudrait que quelque chose aiguise mon appétit. Si cela arrivait, mais bon, il n'y a pas de rôle qui me vienne à l'esprit que j'ai vraiment envie de jouer maintenant. On m'a présenté une nouvelle pièce, je l'ai lue. Oui, c'est pas mal, mais pas mal, ça ne me suffit plus. Maintenant, il faut que j'ai le sentiment de pouvoir offrir, apporter quelque chose que d'autres ne pourraient pas apporter. Sinon, laissons quelqu'un d'autre le faire. C'était aussi mon idée lorsque j'ai été réalisateur. J'ai fait une fois un cours pour la télévision. C'était une excellente expérience. Je dirigeais mon épouse, qui était fantastique. Moi, j'étais très mauvais comme acteur dans ce film parce que je n'étais pas investi dans ce rôle. Je me suis concentré sur la réalisation. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience, mais je n'ai pas répété. Parce que chaque fois qu'on m'offrait quelque chose, j'ai dit non, allez demander à un tel qui fera ça beaucoup mieux. Là, je regrette, non, en fait, je ne regrette rien. Mais parfois, je me dis, bon, si j'ai suffisamment d'énergie, je m'y réessayerai peut-être un jour. J'ai vu un film que vous avez produit, Trashed. Est-ce que vous travaillez toujours beaucoup dans le mouvement de la conservation, de l'écologie? Non, pas vraiment. Je crois que nous sommes dans une situation très grave, périlleuse. Alors, quand une cause m'intéresse, je me suis toujours fait le porte-parole un peu pour redynamiser ma célébrité, me permet de faire ce rôle de porte-parole, de porte-voix. Je suis absolument effaré de voir la situation dans laquelle nous sommes. Je ne vois pas comment nous pouvons faire marche arrière. Les 100 prochaines années vont être vraiment extraordinaires. Les 2 prochaines générations devront gérer cela. Et les choses vont vraiment changer complètement.
Et nous avons filmé Trust il y a 12 ans, je crois. Et aujourd'hui encore, je lis dans les journaux des articles qui parlent de grandes découvertes. Par exemple, le fait que les microplastiques peuvent se retrouvent dans les cellules, dans le cerveau et dans les neurones. Et nous l'avions dit il y a 12 ans déjà. Alors, regardez-nous ici. Comment pouvons-nous ici imaginer qu'un avenir terrible nous attend? Et pourtant, je n'en doute absolument pas. Nous ne faisons rien pour que les choses changent. Nous continuons d'être préoccupés par l'argent et nous polluons l'air, les mers, nos aliments. Peut-être moins en Suisse parce que vous êtes un des pays les plus propres, parmi les plus propres, mais le monde, dans le monde, c'est le chaos. Alors peut-être que ce sera une grande peste, comme nous en avons eu peut-être un avant-goût avec la Covid, ou peut-être une grande guerre. Et si nous sommes un jour moins nombreux, nous pourrons peut-être Je propose qu'on termine sur cette magnifique note d'optimisme. Mille merci à vous, mille merci à Jeremy Irons pour sa générosité et son intégrité. Thank you very much.